Le bilan cardiovasculaire occupe une place très importante dans la visite de non-contre-indication à la pratique sportive. Pourquoi est-ce qu'il faut faire un bilan cardiovasculaire dans cette visite? Eh bien parce qu'en fait, le sport représente un paradoxe pour la santé. En effet, tout le monde connaît les bénéfices de l'activité physique et sportive pour la santé, et en particulier lorsque cette activité physique est pratiquée de manière régulière et modérée. C'est pour ça qu'il faut toujours recommander sa pratique, y compris chez les malades. Mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on fait du sport intense, cela peut représenter un risque pour le système cardiovasculaire. Qu'est-ce que l'on appelle sport intense? C'est une activité sportive qui entraîne un essoufflement qui commence à être désagréable, donc un essoufflement relativement important. Lorsqu'on fait cette pratique et que l'on a une maladie cardiaque qui bien sûr est le plus souvent ignorée, il peut y avoir un risque d'accident cardiovasculaire dont le plus grave est la mort subite. Il faut insister sur le fait que ce n'est pas le sport intense qui va créer la maladie, qui va créer la pathologie, mais c'est la pathologie qui va être révélée par ce sport intense. Alors pourquoi est-ce que le sport intense peut provoquer ces accidents? Sur ce schéma, vous voyez un patient qui a une maladie cardiaque, et lorsqu'il va pratiquer une activité, il va y avoir un déclencheur, comme par exemple une extrasystole. Cette extrasystole va tomber sur le foyer représenté par la maladie cardiaque, et comme il y a un environnement, parce qu'il y a une pratique sportive intense, avec une déshydratation, une hyperkaliémie, une acidose, tous ces éléments vont favoriser la pérennisation de l'arythmie qui peut dégénérer et au pire entraîner un décès. Nous avons vu qu'il y avait des accidents cardiovasculaires liés au sport, maintenant voyons leurs caractéristiques. Tout d'abord leur incidence. L'incidence précise est difficile à estimer parce qu'il y a des méthodologies différentes selon les pays. On considère en moyenne qu'il y a environ un décès pour 50 000 pratiquants. Maintenant, si on sépare en fonction des âges, on voit qu'entre 12 et 35 ans, les chiffres proposés c'est entre 1 pour 50 000 à 1 pour 75 000. Mais ce qui est important à noter, c'est qu'il y a quand même 33% de ces décès qui surviennent avant 16 ans, donc chez des sujets très jeunes. Après 35 ans, l'incidence est augmentée, nous verrons plus loin pourquoi, et elle est estimée à 1 pour 25 000. Chose intéressante, ça reste encore une énigme parce que mal expliqué, c'est le rapport de décès pour les hommes par rapport aux femmes. Et ce ratio est, selon les études, entre 5 et 9, c'est-à-dire qu'il y a 5 hommes qui décèdent pour une seule femme, par exemple. Un autre point aussi notable, qui n'est pas encore bien expliqué, cela concerne les Afro-Caribéens. Les sportifs afro-caribéens présentent plus de décès que les sujets caucasiens. Qu'en est-il en France? Eh bien en France, on estime à partir de 2 études qu'il y a au moins 1000 personnes qui décèdent lors de la pratique sportive par an, bien sûr des décès d'origine non traumatique. De quoi meurt-on à l'effort intense? On sépare avant 35 ans et après 35 ans parce que les causes sont nettement délimitées. Si on commence pour les sujets après 35 ans, il y a une pathologie qui prédomine, c'est la maladie coronaire. En effet, l'athérome coronarien, on a des plaques au niveau de nos artères coronaires et lors de la pratique sportive intense, on a un risque de rupture ou d'érosion de cette plaque avec libération de son contenu au niveau de la lumière vasculaire. Cette libération va obstruer, bien sûr, le vaisseau et entraîner un trouble du rythme qui peut, dans les circonstances les plus défavorables, entraîner un décès. Avant 35 ans, c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de causes. Elles sont toutes congénitales ou génétiques. Sur le schéma que vous voyez ici, il y a une disposition des causes, mais en fait, la hiérarchie est encore discutée. On peut retenir que la cause qui paraît la plus fréquente, c'est la cardiomyopathie hypertrophique avec une hypertrophie des parois cardiaques. Puis vient la maladie arythmogène du ventricule droit, un peu particulière, c'est-à-dire que les troubles du rythme viennent du ventricule droit. Ensuite, l'anomalie congénitale des coronaires, c'est-à-dire que ces artères coronaires ne partent pas du bon endroit. Et ça pose un problème parce que leur diagnostic repose sur une imagerie, donc la prévention de ces accidents n'est pas simple. L'athérome coronaire, oui, il faut penser à l'athérome coronaire avant 35 ans à cause de notre mode de vie, la sédentarité, l'alimentation, ce qui fait qu'on voit des plaques significatives qui apparaissent de plus en plus précocement. Les canalopathies, ce nom qui peut paraître un petit peu surprenant, correspond à des pathologies génétiques, c'est-à-dire des modifications des canaux ioniques, d'où le terme canalopathie, qui peuvent entraîner plusieurs pathologies, comme par exemple le QT long ou le syndrome de Brugada. Les myocardites, il faut y penser, parce que les myocardites, ça veut dire que c'est une inflammation d'une partie du myocarde, et par exemple, lors d'un syndrome viral, on peut très bien avoir une inflammation du myocarde avec, lors de la pratique de sport intense à ce moment-là, un risque de trouble du rythme.
Enfin, il y a d'autres causes, comme par exemple la dissection aortique, mais ceci est relativement rare. Quel est le sujet qui présente le plus de risques d'avoir un accident cardiovasculaire lors du sport? En fait, souvent la question qu'on se pose, c'est « mais est-ce que ce sport-là provoque plus d'accidents ?» Eh bien non. En fait, on observe le plus d'accidents dans les sports où il y a le plus de pratiquants, ça semble évident. Au Brésil, ce sera le football, en Norvège, ce sera le ski de fond. Par contre, il y a 3 éléments qui interviennent de façon importante, c'est l'intensité de l'effort, le faible niveau d'entraînement et le risque cardiovasculaire. Plus l'effort est intense, plus le risque est important. Moins on est entraîné, plus on a le risque d'avoir un accident, et plus notre risque cardiovasculaire, dont l'âge est un élément très important, bien sûr, plus le risque est important. Le 4e élément qui peut intervenir, c'est l'environnement, l'altitude, la plongée sous-marine, la chaleur. Tout ça favorise, bien sûr, les accidents. Sur le plan éthique, sur le plan légal et sur le plan médical, il est bien sûr difficilement acceptable qu'il y ait des accidents cardiovasculaires qui puissent entraîner les décès lors de la pratique sportive. Il est donc nécessaire de proposer une prévention. Nous allons voir les rôles du médecin dans cette prévention. Tout d'abord, la visite de non-contre-indication pour la pratique du sport. Quels sont les textes légaux, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous est imposé en France? En ce qui concerne les activités et les sports de loisirs, ou bien dans les centres de remise en forme, il n'y a pas de texte réglementaire, c'est-à-dire que tous les gens qui veulent aller dans ces centres peuvent aller faire du sport sans aucune surveillance médicale. En ce qui concerne les sports de compétition, eh bien là, il y a des textes légaux. Et en particulier, pour la remise d'une licence, il est obligatoire d'avoir un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du sport. Il en est de même lorsque l'on veut faire une compétition, même si on n'a pas de licence, par exemple participer au marathon de Paris une fois dans l'année, eh bien, les organisateurs du marathon vont demander un certificat de non-contre-indication, comme cela est recommandé. Ce certificat est réalisable par tout médecin qui s'en sent compétent. Son contenu est libre, lorsque l'on regarde les textes. Il n'y a que pour quelques sports particuliers, comme la plongée sous-marine, où il faut aller voir un médecin fédéral en fonction du niveau de pratique. Pour les sportifs de haut niveau, c'est-à-dire les sportifs qui sont considérés comme les meilleurs dans leur discipline par leur fédération, eh bien, il va y avoir un contenu qui va être bien spécifié par un arrêté ministériel récent, mais sur lequel nous n'allons pas nous étendre puisque c'est un médecin du sport et souvent des spécialistes qui va réaliser ce bilan. Quels sont les buts de cette visite de non-contre-indication, puisque ce sont ces buts qui vont guider le contenu cardiovasculaire de cette visite? Eh bien, ces buts sont de détecter une pathologie cardiovasculaire qui est le plus souvent silencieuse, on l'a vu tout à l'heure, la pathologie méconnue, mais qui risque, lorsqu'on fait une pratique sportive intense, soit de s'aggraver, on connaît des pathologies cardiaques qui s'aggravent lorsqu'on fait du sport intense, ou au contraire, de provoquer un accident grave. Aujourd'hui, nous avons des recommandations qui nous aident dans le contenu du bilan médical. Nous avons vu que dans les textes de loi, il n'y a rien d'indiqué, mais les sociétés savantes ont proposé des recommandations. Tout d'abord, la Société européenne de cardiologie, et depuis 2009, la Société française de cardiologie a proposé un contenu cardiovasculaire pour cette visite de non-contre-indication. Ceci ne concerne que les sportifs compétiteurs. Il faut insister sur ce point. Ce sont les gens qui s'entraînent et qui essayent d'avoir la meilleure performance possible, âgés de 12 à 35 ans, puisqu'on a vu qu'après 35 ans se posait le problème de la pathologie coronaire, et on y reviendra un petit peu plus loin. Pour ces sportifs entre 12 et 35 ans qui veulent faire de la compétition, il est recommandé de pratiquer un examen clinique qui comprendra un interrogatoire personnel et familial, un examen physique et un électrocardiogramme de repos. Cet électrocardiogramme de repos doit être fait lors de la première licence, il sera répété tous les 3 ans jusqu'à 20 ans, puis tous les 5 ans de 20 à 35 ans. Cette visite est réalisée par le médecin généraliste, elle est aux frais du sportif. Je sais que bien souvent, il y a des délivrances de feuilles de sécurité sociale, mais la loi est claire. Normalement, le sportif doit régler cette visite. Par contre, s'il y a une anomalie et qu'il y a un bilan complémentaire cardiologique, bien sûr, les frais seront pris en charge par la sécurité sociale puisqu'on a affaire à un patient. Commençons par l'examen clinique cardiovasculaire. L'examen clinique cardiovasculaire comprend, je le rappelle, l'interrogatoire et l'examen physique. L'interrogatoire, on peut charger sur le site de la Société française de médecine de l'exercice et du sport un questionnaire qui a été validé par différentes sociétés savantes. Il est très simple d'utilisation.
je recommande toujours que le patient ou le sportif le signe, comme ça on a la preuve qu'il a bien répondu lui-même aux questions. En fait, il faut insister sur les antécédents familiaux et personnels, et en particulier sur les problèmes de mort subite familiale, chez un sujet jeune, de la fratrie du premier degré, moins de 50 ans, et sur la présence de symptômes, douleurs thoraciques, malaise, palpitations, dyspnée, ou bien des fatigues inexpliquées. Il faut insister sur ce point parce que souvent les sportifs, volontairement ou non, oublient de nous signaler ces symptômes. L'examen physique cardiovasculaire, il est relativement simple, c'est l'auscultation qui se fait en position couchée, en position assise et en position debout. On va toujours vérifier la symétrie des pouls, en particulier entre les membres supérieurs et les membres inférieurs, pour ne pas passer à côté d'une coarctation de l'aorte éventuelle. On prend la pression artérielle aux deux bras, au moins lors de la première visite, et bien sûr, on recherche des signes évocateurs de Marfan. Ce sont ces sujets très grands avec une hyperlaxité, parce qu'ils ont une artère qui peut être plus fragile, en particulier l'aorte, avec un risque de dissection aortique. Et dans la maladie de Marfan, la pratique sportive intense est contre-indiquée. Nous avons vu l'examen clinique. Alors pourquoi un électrocardiogramme de repos? C'est la nouveauté de ces recommandations, et c'est vrai que cette nouveauté a provoqué un grand débat qui partage surtout les cardiologues américains qui ne sont pas pour l'électrocardiogramme et les cardiologues européens qui le soutiennent. Mais je crois qu'il faut simplement retenir que lorsque l'on réalise un bilan cardiovasculaire dans la visite de nos contre-indications, sans électrocardiogramme de repos, on ne peut détecter que 5 à 15% des pathologies silencieuses à risque d'accident grave. Dès que l'on rajoute l'électrocardiogramme à l'interrogatoire et l'examen physique, puisque bien sûr les 3 éléments doivent être réalisés, eh bien on va détecter de 70 à 85% des maladies cardiaques à risque. Donc si je caricature un tout petit peu, c'est simple, un bilan cardiovasculaire sans électrocardiogramme de repos ne détecte presque aucune maladie cardiovasculaire à risque lors de la pratique du sport intense. Comment va-t-on réaliser, comment doit-on interpréter l'électrocardiogramme de repos? Bien sûr, cet examen est réalisé par le médecin généraliste. Vu le nombre de cardiologues, nous n'aurions pas la possibilité de faire tous les électrocardiogrammes. Donc la réalisation est classique. L'interprétation doit être classique, toujours systématique. La seule question que doit se poser le médecin qui va faire cet électrocardiogramme, c'est est-ce que cet électrocardiogramme est normal ou pas? Le diagnostic définitif, il ne sera établi que lorsque le cardiologue aura examiné l'électrocardiogramme, le patient, et réalisé les examens qui seront nécessaires pour qu'il pose un diagnostic. Nous avons vu le bilan cardiovasculaire chez les compétiteurs entre 12 et 35 ans. Qu'en est-il après 35 ans? Eh bien là, comme on a vu que la maladie coronaire occupait une place très importante dans les accidents, il va falloir essayer de détecter cette maladie coronaire. Donc on va garder le même bilan que chez le sujet entre 12 et 35 ans et on va rajouter une épreuve d'effort. Mais attention, cette épreuve d'effort doit toujours être ciblée et non systématique. Ce serait une grossière erreur de dire on va faire des épreuves d'effort à tout le monde parce qu'en fait, cet examen ne peut pas détecter tous les problèmes éventuels, nous allons y revenir. On reconnaît aujourd'hui qu'une épreuve d'effort est indiquée en cas de symptômes. Tout sujet symptomatique qui veut faire du sport intense doit avoir une épreuve d'effort. En cas de cardiopathie connue, et ceci me permet de rappeler que l'hypertension artérielle en fait partie, un hypertendu qui veut faire du sport intense doit avoir une épreuve d'effort. Lorsque l'on veut faire une pratique sportive intense et qu'on a un risque cardiovasculaire élevé, par exemple on est très âgé, gros fumeur, beaucoup de cholestérol, on peut se poser la question de l'épreuve d'effort. Et enfin, lorsqu'on veut reprendre une pratique sportive intense et qu'on a au moins 2 facteurs de risque cardiovasculaire. Dans tous ces cas, l'épreuve d'effort a un intérêt parce qu'elle va permettre de détecter potentiellement des anomalies. Comme tous les examens, l'épreuve d'effort a des intérêts et des limites. Quels sont ces intérêts? Tout d'abord, et peut-être l'intérêt principal, c'est d'apprécier les adaptations à l'effort sur le plan cardiovasculaire du sujet. Deuxièmement, à partir de là, on va pouvoir estimer la capacité physique individuelle de façon objective, donc dire au sujet oui, vous pouvez faire tel sport, ou non, c'est pas raisonnable, vous n'en avez pas les moyens. Et enfin, troisième élément, vous voyez, il n'apparaît qu'en troisième, c'est la détection potentielle d'une maladie coronaire significative et ou de troubles du rythme à l'effort. Qu'est-ce que c'est qu'une maladie coronaire significative? C'est une maladie coronaire pour laquelle il y a des plaques qui diminuent suffisamment le diamètre de l'artère et le diminuer suffisamment pour entraîner une modification de l'électrocardiogramme à l'exercice. Maintenant, les limites. Les limites sont au moins aussi importantes, voire plus, que les intérêts parce que l'épreuve d'effort peut être faussement rassurante. En effet, il faut que le médecin se rappelle, et il faut rappeler aux sportifs,
que l'épreuve d'effort détecte bien la douleur de l'angine de poitrine, mais qu'elle ne peut pas détecter le risque de rupture ou d'érosion de plaques qu'on a vu tout à l'heure. En d'autres termes, je peux faire une épreuve d'effort chez un cardiologue, tout va bien, et 4 mois après, je fais un infarctus du myocarde en montant ma côte en vélo avec un effort maximal juste à côté de chez moi. Donc, une épreuve d'effort normale, entre guillemets, ne dispense jamais d'une reprise progressive. Quelqu'un qui doit reprendre le sport, même si son épreuve d'effort est normale, il doit accepter de reprendre pendant 6 à 8 semaines progressivement l'activité physique. Nous avons vu l'examen clinique, l'électrocardiogramme de repos, l'épreuve d'effort. Attention, la visite de nos contre-indications ne s'arrête pas là. Il y a l'éducation du sportif. En effet, il faut que le sportif connaisse les 10 règles d'or de bonne pratique d'une activité physique et sportive. Elles sont téléchargeables sur le site du Club des cardiologues du sport et je vous encourage à le faire. Et on va insister sur 2 points. On a vu le problème des symptômes déjà précédemment, mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on a de la fièvre, on ne fait pas de pratique sportive intense, en particulier lorsqu'on a des signes de syndrome viral. C'est le risque de myocardite dont on a déjà parlé. Et deuxième point, beaucoup de sportifs, malgré tout, sont des fumeurs. Eh bien, s'ils veulent vraiment continuer à fumer, ils ont tort, mais s'ils veulent continuer, eh bien, surtout qu'ils s'abstiennent dans les 2 heures qui précèdent ou les 2 heures qui suivent la pratique sportive. Le tabac, dans les 2 heures qui précèdent ou qui suivent, représente un très bon modèle expérimental d'infarctus du myocarde. Pour conclure, la visite de nos contre-indications à la pratique sportive, pour la pratique du sport intense et encore plus en compétition, est légalement obligatoire aujourd'hui en France. Le bilan cardiovasculaire a une place très importante puisque sur une pathologie cardiaque méconnue, le risque, c'est un accident grave qui peut aller jusqu'à la mort subite. Cette visite n'a donc d'intérêt que si elle est efficace et pour être efficace, elle doit reposer sur un trépied qui va associer l'examen physique, l'interrogatoire et l'électrocardiogramme de repos. Après 35 ans, l'épreuve d'effort peut avoir une place bien ciblée. Il ne faut pas oublier d'ajouter l'éducation du sportif qui est très importante pour que le sportif participe lui aussi à la prévention de ces accidents.